Bonjour à tous, bienvenue dans l'Acheni Podcast, le média dédié à l'hygiène naturelle infantile. Ici, nous parlons de ce sujet à travers le témoignage de parents, mais aussi de professionnels. Ce podcast est né suite à la publication d'un livre intitulé « Le bonheur d'accompagner bébé, hygiène naturelle infantile ». Il s'agit d'un guide illustré pour vous accompagner dans la pratique de l'Acheni dès la naissance de bébé. Retrouvez ce podcast ainsi que ce livre sur le site internet kealira.com. L'introduction étant faite, je laisse la place à notre invité. Bonjour Maëva, je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui. Tu accompagnes les futures mamans, les femmes enceintes, à vivre un accouchement qui leur correspond et qu'elles ont choisi. Tu es notamment doula et j'aimerais bien que tu nous expliques un peu ce que tu fais plus précisément et puis ce qui t'a amené à faire ça. Alors oui, comme tu l'as dit, je suis doula dans le sens où je suis doula certifiée. J'ai passé une formation en 2024. Mais ouais, aujourd'hui, je me considère pas vraiment comme une doula, mais plutôt comme une birth keeper, donc gardienne de la naissance si on traduit littéralement. Parce que, comme tu l'as dit aussi, j'accompagne les femmes pour qu'elles aient l'accouchement qu'elles souhaitent, sans subir les protocoles médicaux inutiles, sans subir d'interventions médicales inutiles, sans tomber dans la cascade d'interventions et finalement subir leur accouchement. Donc je leur transmets énormément de connaissances, avec aussi un gros travail sur le mindset, etc., la posture de la petite fille, voilà. C'est, je pense, ma mission de vie, et j'en suis arrivée là suite à mon propre cheminement finalement. Avant ma grossesse, j'ai été déjà fascinée par la physiologie de l'accouchement. C'était plus ça en fait, c'était plus une fascination pour la naissance. Et voilà, quand j'ai eu mon bébé, clairement, c'était une évidence que je voulais quitter mon taf d'agent IMO et accompagner les femmes, les familles pour dans ce rite de passage, parce que pour moi, la naissance d'un bébé, ça transforme une femme dans le bon sens, mais aussi comme dans le mauvais sens, on va dire. Ça peut avoir des séquelles assez dramatiques. Ça peut impacter vraiment toute une vie. Donc voilà, c'est grâce à mon fils finalement que j'ai cheminé en ce sens. Et tu as rencontré des difficultés pendant que tu étais enceinte par rapport au système et par rapport à ce que tu voulais vivre, par rapport à ce qui était possible de vivre Ouais, carrément, parce que mon projet d'accouchement ne s'est pas réalisé, dans le sens où j'ai pas du tout eu l'accouchement que j'avais prévu d'avoir. Et j'ai pris conscience de beaucoup de failles dans le système, et notamment vis-à-vis des protocoles. T'as accouché à l'hôpital du coup ? Ouais, j'ai accouché à l'hôpital alors que j'avais un projet d'accouchement à domicile. Okay. Et voilà, j'ai pris conscience de beaucoup de choses vis-à-vis des protocoles, comme je te disais, notamment par rapport à ma sage-femme AAD qui se soumettait quand même à beaucoup de protocoles. Et ça a eu un impact sur mon accouchement, le fait que j'accepte des protocoles que je n'accepterai plus aujourd'hui, avec les connaissances que j'ai. Tout à fait. Et moi, je peux te dire, j'en ai rencontré des femmes enceintes qui ont vraiment des projets d'accouchement, de naissance physiologique, des beaux projets qui ont vraiment du sens pour elles. Et dès que l'institution leur met le doute, c'est fini en fait. Ouais, c'est vraiment de la manipulation par la peur, c'est insupportable. D'où le fait d'avoir des connaissances en matière de physiologie, oui, mais aujourd'hui, clairement, ça suffit pas, parce que il faut savoir comment pouvoir respecter la physiologie dans le système actuel, en fait. Donc, pour moi, il faut vraiment connaître les protocoles, les interventions médicales courantes, il faut connaître la pathologie pour pas se faire avoir, genre se faire diagnostiquer un diabète gestationnel en début de grossesse parce que tu as une glycémie de 0,98 à jeun, tu vois, voilà. Beaucoup de choses comme ça qui peuvent très, très, très vite saboter un projet d'accouchement physiologique.
C'est vraiment chouette que tu me proposes ça aux femmes. Et je mettrai les liens vers ce que tu proposes là en description C'est du trop podcast. mignonne, merci. Ouais. Une conférence gratuite où je partage justement comment enfanter selon nos conditions, même en structure médicale, sans peur et surtout sans entrer en conflit avec le personnel médical. C'est beau. Et l'hygiène naturelle infantile dans tout ça? Une vraie passion. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Comment t'en as entendu parler la première fois? Alors, j'ai découvert l'hygiène naturelle infantile pendant le confinement. Donc, c'était quand même bien avant que je tombe enceinte, sachant que je suis tombée enceinte début 2022. Et j'ai découvert ça complètement par hasard, par le compte d'une Australienne que je suis sur Insta, qui parlait d'elimination communication, donc le terme anglais de la chenille. Du coup, très vite, je me suis renseignée sur le sujet et je me suis dit, non mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je cherchais le terme français et j'ai découvert ça et je me suis dit, non mais attends, mais comment c'est possible qu'on personne ne connaisse en fait? Enfin, j'en avais jamais entendu parler avant. Jamais je m'étais imaginé que les bébés étaient capables, enfin qu'on pouvait permettre à nos bébés d'éliminer en dehors d'une couche, quoi. Et donc, je partage ça à mon chéri. Je me rappelle très bien, on était sur le canapé, de toute façon, comme tout le monde pendant le confinement. Et en fait, on a échangé rapidement sur le sujet et il me dit, mais c'est complètement logique. Enfin, ça paraît tellement logique, ouais, intuitif, instinctif, quand on y réfléchit juste 2 minutes, littéralement. Et du coup, on s'était dit, on n'avait pas du tout de projet bébé à ce moment-là, parce qu'on était en pleine rénovation de notre maison, etc. Mais on s'était dit, mais attends, mais le jour où on a un bébé, on teste direct, quoi. Donc, quand je suis tombée enceinte, c'était ce qu'on s'était dit, mais on n'avait pas du tout d'attente particulière. Si tu veux, on s'était mis absolument aucune pression vis-à-vis de la chenille. Ouais. Et ça a commencé comment alors, la première fois que tu as pratiqué la chenille? Ça a commencé à la maternité où, en fait, j'ai capté que mon bébé avait envie d'éliminer. Donc, je lui ai enlevé la couche que les puéricultrices lui avaient mis. Je l'ai pris en position, je sais pas comment on dit, tu sais, genou relevé, quoi. Enfin, position classique de la chenille que tu dois connaître. Mais du coup, je sais pas trop comment le décrire. Donc, tu avais un petit pot avec toi? Non, je l'ai fait éliminer au-dessus du lavabo dans la chambre. Ok. Donc, tu as mis tes mains sous ses cuisses et... Ouais, je l'ai soutenu. Son torse contre toi. Ouais, et puis en plus, on avait un peu peur, tu sais, parce que c'était la première fois qu'on le portait comme ça. C'est un tout petit bébé qui vient de naître, donc on n'était pas hyper à l'aise, comme tous les premiers parents, parents pour la première fois, je pense. Et en fait, il fait caca. En plus, c'était du méconium, donc autant te dire qu'on était ravis de ne pas devoir nettoyer ça dans la couche, parce que la texture est quand même pas facile à nettoyer sur la peau. Et pipi, caca direct au-dessus du lavabo. Et là, on se regarde. J'avais les larmes aux yeux et je lui dis, mais ça marche, mais c'est incroyable. Et donc, voilà, ce moment a marqué le début de notre aventure avec l'hygiène naturelle infantile. Mais il a quel âge aujourd'hui, ton bébé? Il a 3 ans et demi. Ok, 3 ans et demi. Donc après cette première expérience, ça s'est passé comment? Tu utilisais quoi comme équipement? Tu mettais des couches à ton bébé? Ouais, quel genre de couches? On lui a mis des couches jetables au départ. Parce que, encore une fois, on voulait pas se mettre de pression, on voulait pas trop galérer. Puis en plus, vu que de base, on s'était pas mis de pression du tout, on n'avait absolument pas prévu finalement d'autres options. Donc, c'était couche classique, enfin jetable, quoi. Et en fait, très vite, on s'est rendu compte que dans la journée, on utilisait très peu de couches, quoi, parce qu'on était attentif à ces signaux. Je ne sais pas vraiment au niveau de la temporalité à partir de quand on s'est questionné sur est-ce vraiment utile de continuer des couches. Mais en tout cas, je sais qu'au bout de 2 mois, je dirais, on est passé aux couches culottes jetables, mais c'était beaucoup plus pratique que de devoir à chaque fois enlever les scratchs, remettre les scratchs, machin. Enfin voilà, ça nous faisait quand même gagner du temps. Et très rapidement, de toute façon, on n'avait plus de caca dans les couches. Donc si tu veux, voilà, c'était quand même assez facile.
Et voilà, et on changeait notre fils évidemment dès qu'il était mouillé et on réassimilait le son au pipi pour qu'il comprenne qu'il s'était bien mouillé, qu'il avait fait pipi et que voilà. Donc systématiquement, dès qu'on le changeait, on lui reproposait d'éliminer évidemment. Et la nuit, tu faisais comment? En fait, il a été propre très tôt. Donc à 3 mois, il faisait plus caca la nuit. J'avais un petit pot spécial à chenille. Mais franchement, j'ai pas utilisé beaucoup. De toute façon, je te dis, à 3 mois, il faisait plus caca la nuit. Donc déjà, voilà. Et il se réveillait que pour les cacas. Pour les pipis, il se réveillait pas. Donc à 6 mois, il était 100% propre la nuit. Mais donc les 3 premiers mois, j'avais le petit pot et quand je voyais qu'il était gêné, qu'il avait envie d'éliminer en dehors de sa couche, voilà, je prenais le petit pot, je m'asseyais dans mon lit, je le mettais contre moi, petit caca et hop, on se recouche, tété, dodo quoi. Et ton compagnon, il s'investissait autant que toi, tous les deux, vous pratiquiez la chenille. Ouais. Ouais. Après, c'était moi qui gérais la nuit parce que il a repris vite le taf. Donc, je gérais les nuits, mais ça me dérangeait absolument pas. Tu allaitais ton bébé? Ouais. Ok. Et il dormait avec vous dans le lit? Ouais. Voilà, donc tout ça, ça facilite grandement. Ça facilite le postpartum, hein. À quel moment ton bébé, il est devenu vraiment... il n'y avait plus besoin de couches, en fait, et que tu lui as enlevé Alors, on lui a totalement enlevé les couches à 18 mois. Okay. On aurait pu le faire avant, mais en fait, il était vraiment quasiment 100% propre à 1 an. Mais à 1 an, c'est la période où il crapahutait partout, où il commençait à vraiment vouloir jouer, etc. Donc, c'est une période où il signalait quand même moins. Donc, on lui proposait, c'était surtout nous qui lui proposions d'éliminer au moment clé à ce moment-là. Ce que j'appelle moi les moments clés, donc tout ce qui va être réveil avant d'aller se coucher, quand on part de la maison, quand on rentre de la maison, après un repas, enfin vraiment comme nous adultes en fait, vraiment des moments clés, je pense que ça porte bien son nom. Et du coup voilà, entre ces 12 et ces 18 mois, il y a eu une période, plusieurs périodes où je te dis, il signalait quand même moins. Et donc, il pouvait y avoir des petits pipis par-ci par-là, quoi. Donc, on lui laissait des couches lavables. Du coup, à ce moment-là, ça lui permettait de quand même mieux sentir quand il était mouillé, quoi. Mais donc, 18 mois, plus de couches du tout. Ok, chouette. Et ton entourage, il a réagi comment quand tu as commencé la chenille? C'était rigolo parce que quand j'étais enceinte et qu'on en a parlé à ma famille, à la sienne, c'était en mode mais non mais n'importe quoi, ça marche pas, c'est pas possible, les bébés ils savent pas retenir, contrôler leur sphincter, etc. Et ce que je trouve complètement idiot d'ailleurs parce que sinon les bébés feraient pipi en continu s'ils savaient pas contrôler leur sphincter, mais bon bref. Et du coup, j'avais trop hâte d'avoir mon bébé et de pratiquer pour pouvoir leur montrer. Donc, c'est vrai que les 3 premiers mois, je dirais, mon fils avait très peu d'intimité quand on était avec nos proches, parce que tout le monde venait au moment où il éliminait, quoi. Il voulait absolument le voir faire pipi, le voir faire caca. C'était en mode, je peux pas y croire si je ne le vois pas. Donc voilà, il y avait très souvent des observateurs et des observatrices au moment où notre fils faisait pipi caca. Mais du coup, ils étaient super surpris, mais dans le bon sens du terme. Quoi, ils trouvaient ça fascinant, on en a énormément parlé. Ça a permis de débunker pas mal de croyances et de fausses croyances. Tout à fait. Et est-ce que tu as vu une similarité entre ce que tu transmets par rapport à la grossesse et l'accouchement et le fait que c'est très compliqué aujourd'hui de faire un accouchement physiologique parce que entre le regard de l'autre, entre les institutions qui te découragent et tout ça, c'est compliqué. Et est-ce que dans la chenille, tu as vu le même genre de choses, le même genre de phénomène se produire? Non, pas du tout. Après, moi, j'ai eu la chance de garder mon fils avec moi tout le temps. Donc, il n'a pas été gardé ni quoi que ce soit. Après, les fois où ma mère le gardait, par exemple, elle pratiquait la chenille, quoi, tu vois. Ouais, ok. Donc, ça a été assez facile. Après, j'accompagne aussi mes clientes sur le postpartum, donc évidemment que je les invite à pratiquer la chenille.
c'est une évidence, d'où le fait que faut que je me renseigne sur ton livre. Ça pourrait être intéressant. D'autant plus que l'intention de ce livre, c'est que ça soit un livre pratique pour permettre à un parent qui veut commencer la chenille dès la naissance de bébé d'avoir les clés, les bases pour commencer. Tu vois. Je pense que la chenille, une fois que tu as compris le truc, c'est bon, après tu te débrouilles, tu es autonome. Mais au début, tu as besoin d'une petite impulsion de quelques petits conseils faciles, quoi. Donc c'est vraiment l'idée de ce livre, c'est apprendre en main dès la naissance, quoi. Donc pour ça c'est chouette. Je trouvais qu'il manquait ça, en fait. Il manquait vraiment ce... Ouais, un guide de démarrage. Ouais, un guide de démarrage, ouais. C'est ça. Et du coup, tu as des clientes qui viennent avec... qui te parlent déjà de la chenille ou qui connaissent déjà? Ou c'est plus toi qui leur fais découvrir? Non, toutes découvrent. Ok. Mais du coup, c'est trop chouette. Et puis, je pense que c'est vraiment... un package, quoi. Pour moi, c'est la chenille, c'est aussi le maternage proximal. Alors, je ne savais même pas qu'il y avait un terme à ça. Hein. J'ai découvert le maternage proximal longtemps après que je l'ai pratiqué avec mon fils. Pour moi, c'est presque une maternité intuitive, instinctive, en fait. Enfin, pour moi, tout est lié. L'allaitement, l'hygiène naturelle infantile, le cododo, le portage. Pour moi, tout ça, ça va ensemble, en fait. Après, c'est pas forcément systématique, hein, mais c'est un petit peu ma vision. C'est en ce sens-là que j'accompagne mes clientes et mes clients dans le postpartum. C'est vraiment, pour moi, se faciliter la vie, en fait. Ça rend la vie plus douce et plus facile. Est-ce que ton compagnon, il t'a partagé ce que ça lui a apporté, la chenille? Ce que ça lui a apporté, non. Non, si, du lien avec notre bébé, évidemment, la satisfaction de répondre à ses besoins, la joie aussi partagée, parce que quand on a un bébé qui grandit à 4, 5, 6 mois, qui commence à faire des grands sourires, quand il a compris qu'on avait compris qu'il avait envie d'éliminer et qu'on répondait à son besoin, c'est merveilleux. Enfin, franchement, c'est magnifique. C'est quelque chose de fou. Le lien que ça crée, c'est incroyable aussi. Et puis, ouais, la satisfaction vraiment de savoir que notre bébé se sent respecté, c'est incroyable. Ouais. Donc, je pense que, ouais, on est carrément tous les deux d'accord là-dessus. Et puis aussi, le temps. On a échangé la semaine dernière là, sur le temps parce que, justement, je partageais à mes clients dans une vidéo sur la chenille que pour moi, c'était pas une excuse, entre guillemets, que par exemple de devoir faire garder son bébé, son enfant par quelqu'un d'autre. J'entends une asthmate, en crèche c'est quand même un petit peu compliqué, mais asthmate et tout, déjà on reste avec notre enfant, au moins c'est les 3 premiers mois de sa vie, donc on peut carrément pratiquer la chenille durant ces 3 mois-là. Et ensuite, parler à la personne qui va garder notre enfant de l'hygiène naturelle infantile, parce qu'en fait, on ne sait pas du tout ce que cette personne fera de l'information. Peut-être qu'elle sera complètement fascinée, comme l'ont fait les personnes de notre entourage, et voudra absolument pratiquer, parce qu'elle se dira, attends, mais c'est incroyable. Et puis aussi, quand le bébé tient assis, donc plus ou moins vers 6 mois, l'asthmate ou la personne de la famille qui garde l'enfant peut juste l'asseoir sur un pot et changer la couche d'un autre enfant si besoin. Mais pour moi, ça fait gagner du temps parce que potentiellement, il y a quand même 2 bébés qui sont changés en même temps. Ouais. Donc voilà. Mais donc tout ça pour te dire que mon chéri trouvait que ça prenait quand même plus de temps que de pas pratiquer la chenille, que d'avoir un bébé qui se fait dans la couche. Moi, j'étais pas d'accord parce que le peu de fois où j'ai dû nettoyer le caca dans une couche de mon fils, j'ai trouvé ça mais horrible. je mettais un temps fou, surtout avec un petit garçon, je pense, avec tous les petits plis dans les testicules et tout, à devoir nettoyer, machin. Enfin, j'ai trouvé que c'était l'enfer. J'avais l'impression de perdre 10-15 minutes.
Alors que de juste le mettre au-dessus du pot, le laisser éliminer, le rhabiller juste en essuyant un petit peu les fesses et c'est terminé quoi. Donc pour moi le gain de temps il est réel. Mon chéri trouvait que non, mais de toute façon on s'est accordé pour dire que vu que les bébés à chenilles étaient propres, enfin en tout cas comment on peut dire, parce que on a déjà fait une remarque en mode non mais les bébés sont pas propres et sales, ça c'est. Ouais. Ils sont continents, voilà, continents. Bon, donc vu que les bébés à chenilles sont continents, beaucoup plus tôt que des bébés qui ne pratiquent pas la chenille, le temps est largement récupéré derrière. Et oui. En plus de tous les autres avantages que ça offre. Donc voilà, c'était le seul point sur lequel on n'était pas d'accord, où lui il en démord pas et moi j'en démord pas non plus. Donc je ne sais pas comment arbitrer le point du temps, mais en tout cas le lien, c'est important d'en parler parce que en fait souvent les parents qui pratiquent la chenille, souvent la maman elle fait le pot à pot avec le bébé, elle l'allaite, elle pratique aussi la chenille, elle dort avec le bébé, donc il y a énormément de contacts entre la maman et le bébé. Et puis en général le papa il a aussi envie de s'investir et c'est un peu plus compliqué, il a un peu moins de place. Et avec la chenille, justement, il peut vraiment prendre une place à part entière et créer un lien avec son bébé. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et ça, c'est un message important à passer au papa, je pense, parce que il y a vraiment un espace à prendre. Je vais le rajouter dans mon programme, tiens, t'as raison. Merci. Je l'ai vu quand mon compagnon a commencé à s'investir plus dans la chenille. Il y a autre chose qui se créait et puis il était content quoi d'avoir son petit moment avec son bébé quoi, où là lui aussi il pouvait ils sont que tous les deux et voilà, c'est leur temps à eux et il y a quelque chose de beau qui se crée. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre comme message aux futures mamans, aux futurs papas qui découvrent la chenille, qui aimeraient bien essayer mais qui n'osent pas trop? Une phrase que j'utilise souvent dans beaucoup de domaines de la vie, c'est tester, essayer, au pire quoi. Au pire quoi. Au pire, vous kiffez et c'est une expérience magnifique et le début d'une aventure merveilleuse comme ça a été le cas pour nous. Et au pire, voilà, ça vous correspond pas, vous voulez pas pratiquer et c'est aussi ok. Mais vraiment, ça ne coûte littéralement rien du tout que de tester. On a besoin de rien de toute façon pour pratiquer la chenille. Je conseille quand même un petit pot parce que c'est quand même pratique, mais vraiment c'est tout quoi. Donc essayez, surtout ne vous privez surtout pas. Ouais. Est-ce que tu as envie de partager quelque chose d'autre Est-ce qu'il y a un message qui peut ne pas forcément en lien avec la chenille, mais qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux personnes qui t'écoutent? De s'écouter, de vraiment suivre notre intuition qui est quand même, je trouve, très 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 facilement mise de côté, balayée par la société dans laquelle on vit, tout simplement. On se déconnecte vraiment de nous-mêmes, de nos sensations et surtout en postpartum, bon aussi évidemment en matière de grossesse et d'accouchement, mais bon là c'est quand même plus compliqué et donc j'invite celles et ceux qui veulent reprendre leur pouvoir à venir me trouver. Mais concernant le postpartum, je trouve que c'est quand même très très facile de se déconnecter de notre intuition parce que on doit toujours vérifier sur internet, on doit toujours valider un ressenti, quelque chose qui va pas ou quelque chose à corriger par un expert, par un médecin, par des gens qui sauraient mieux que nous, alors que nous, parents, on est quand même bien souvent les mieux placés pour savoir quand il y a quelque chose qui va pas. Et donc bien s'écouter là-dessus et aussi s'écouter sur nos envies profondes, quoi. Nos envies de dormir avec nos bébés, de les allaiter longtemps, de pratiquer l'hygiène naturelle infantile, en fait de sortir des sentiers battus, mais quand on réfléchit, c'est pas du tout des sentiers battus en fait. Tu vois, c'est vraiment se reconnecter à notre nature profonde de mammifère, quoi, tout simplement. Ouais, exactement.
Eh ben, je te remercie beaucoup pour tous ces messages que tu nous as partagés. Ben, c'est moi, avec plaisir. Merci encore de m'avoir écrit. Ça me fait tellement plaisir de parler d'hygiène naturelle infantile. C'est tellement peu connu et sous-coté, purée. Ouais. Eh ben ouais. Tu nourris quelle industrie avec la Eh ben, bien HMI? sûr, Aucune. mais comme l'allaitement, comme l'accouchement physio, voilà, ça régale pas Big Ouais. Pharma. Donc, on essaie de Ouais. taire un petit peu cette pratique. Ouais. Et puis ça arrive, c'est un peu la pratique qui arrive en fin de course en général. Une maman qui s'intéresse un peu à tout ce qui est physiologique, le maternage et proximal et tout, elle va s'intéresser d'abord à l'accouchement et puis après bon peut-être ça va aller jusqu'au postpartum mais c'est pas sûr. Et après clair. Quand il y a tout ça qui a été vu, il y aura peut-être la chenille, tu vois. C'est vraiment la dernière étape. Ouais, c'est vrai. Mais on est d'accord, ça reste pour moi vraiment une espèce de package, quoi. Le starter pack du postpartum de l'humain dans sa nature la plus primaire, la plus profonde, quoi, tu vois. Ouais. Et ce qui est fou, c'est que, il y a plein de pays où ils pratiquent la chenille et en fait, ça n'a pas été. Genre, je sais qu'en Chine, par exemple, en fait, la chenille c'est normal, quoi. Et en fait, ça a pas de nom. C'est comme s'il y avait une frontière, tu sais, entre la France et le reste du monde, qui fait que la chenille ça passe pas, quoi. Mais dans énormément de domaines, hein. Le cododo, c'est pareil, hein. Dans la plupart des pays du monde, le cododo, ça a même pas de nom, en fait. Enfin, c'est juste dormir. C'est juste une évidence que de dormir avec nos bébés. Et vraiment, je ne comprends pas comment on a pu nous faire croire. Et en plus, c'est depuis les années 40, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas si vieux que ça, où on a décidé que les bébés devaient dormir seuls, quoi. Être séparés de leur mère, devaient pleurer tout seuls, que les mères devaient ignorer leurs pleurs. Enfin, j'imagine même pas le nombre de traumatismes d'humains, d'adultes complètement traumatisés que ça a fait, ces pratiques-là, en fait. C'est horrible. Et je sais pas si tu suis Petite Framboise sur Instagram, qui est une consultante en sommeil, qui a sorti un livre là sur notamment le cododo, mais ça va un petit peu au-delà quand même. Mais donc, elle a fait des interviews dans plus de 30 pays du monde pour connaître un petit peu justement les techniques d'endormissement et de comment les gens dorment avec leurs enfants, quoi. Et en fait, dans la plupart, elle expliquait, là j'ai vu un de ses posts hier où elle expliquait que le peu de fois où au départ elle a tenté d'expliquer la notion de cododo, la notion de sleep training, donc laisser pleurer son bébé, quoi, jusqu'à ce qu'il s'endorme, hein, finalement. Les gens étaient complètement terrorisés, en fait. Elle disait, j'ai vu la stupeur dans leurs yeux, le choc. Il y a même des gens qui se mettaient à pleurer quand elle a parlé de ça, quoi. Et en fait, nous, c'est genre banalisé, quoi. Mais en fait, c'est complètement anormal. C'est littéralement contre nature. C'est littéralement de la torture, et pour les parents et pour les bébés, quoi. Donc, c'est grave à quel point on s'est déconnecté de cette nature, cette physiologie, en fait. On en revient toujours à la physiologie. C'est compliqué de respecter la physiologie dans notre société actuelle, mais et en même temps pas tant, voilà. En même temps pas tant quand on sait juste comment le faire, quoi. Mais tu vois, pour la chenille, je pars du principe que quand tu peux changer ton bébé, tu peux lui proposer d'éliminer, point barre. Donc en fait, il y a pas d'excuse pour pas pratiquer. Oui, mais quand on sort, oui, mais quand tu sors, tu le changes où, ton bébé? Tu le changes pas, du coup? Bah si, bien sûr que si. Enfin, j'espère. Et t'étais éveillée à tout ça depuis toujours, ou ça a été un chemin de prise de conscience de petit à petit? Ouais, non, c'est vraiment pendant ma grossesse où je me suis renseignée, où voilà, j'ai vraiment commencé à vouloir des infos, etc. Bon, en l'occurrence, j'en avais quand même beaucoup moins que maintenant, vu que j'accompagne les femmes, les couples, les familles en ce sens. Donc voilà, j'ai lu énormément d'études. Enfin voilà, je me considère comme assez calée dans le domaine. J'ai quand même acquis beaucoup de connaissances.
Mais non, ouais, c'est vraiment pendant ma grossesse et à partir de ma grossesse, parce que tout ça s'est construit après. Mais c'est clair que, tu vois, l'hygiène naturelle infantile, typiquement, je l'ai découvert bien avant et je pense que ça avait semé une petite graine dans ma tête sur ce qu'on appelle le maternage proximal, qui était pour moi juste la maternité en fait. Il y a du boulot. Ouais, c'est clair. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le faire vivre en le commentant et en le partageant autour de vous. Merci pour votre écoute et au plaisir d'échanger, de partager et pourquoi pas de se rencontrer autour du sujet de l'hygiène naturelle infantile.